à toutes et à tous et merci de votre participation à ce webinaire organisé par l'IDIT qui sera consacré aux nouvelles règles de circulation routière pour les véhicules automatisés. Alors, premier point liminaire technique, on vous informe que ce webinaire sera enregistré. D'ailleurs, un replay sera disponible via le site de l'IDIT après la fin, à l'issue du webinaire. Et pour des raisons techniques, nous allons couper les micros des participants, mais vous pouvez utiliser le chat ou le fil de discussion de la visio pour poser vos questions. Et les deux intervenantes, évidemment, répondront à ces questions à l'issue de leur présentation. Alors, petite présentation d'abord de l'IDIT. L'IDIT est un centre de recherche, comme vous voyez sur le slide, qui a été créé en 1969 et qui est spécialisé dans les transports, la logistique, les nouvelles énergies, ainsi que sur ce secteur très innovant qu'est la mobilité. L'IDIT compte environ une centaine de membres français, étrangers, qui représentent une large part des acteurs de la supply chain et de la mobilité. Nous avons des membres en France, mais également des correspondants en Europe qui nous permettent de travailler sur des études de droit comparé. Et nous sommes impliqués dans de multiples projets européens d'innovation et de recherche, et sur le bateau autonome ou le véhicule autonome, mais également sur la multimodalité, le management des risques ou encore sur le déploiement des nouvelles énergies, dont l'hydrogène. Et nous collaborons avec des entreprises, des fédérations, des clusters, des pôles de compétitivité dans le cadre de veille réglementaire et juridique, mais également de travaux d'analyse juridique. Alors aujourd'hui, nous sommes ravis d'intervenir aux côtés d'EasyMile, qui est un leader mondial spécialisé dans la fourniture de logiciels et de solutions complètes pour la conduite autonome, pour le transport de passagers et le transport de marchandises. Alors, EasyMile développe la technologie permettant aux véhicules de se déplacer dans un environnement contrôlé et s'associe avec des constructeurs de véhicules pour y intégrer cette technologie. Alors, le siège d'EasyMile est situé à Toulouse, mais avec des implantations à Singapour, en Allemagne, mais également aux États-Unis. Alors, les deux interventions du jour auront pour objectif d'établir les évolutions législatives et réglementaires françaises et internationales qui établissent les règles de circulation des véhicules à conduite automatisée. Alors, côté IDIT, Yolande Viricel, qui est notre chargée de recherche juridique et docteur en droit, spécialisée en responsabilité civile et assurance, et elle accompagne depuis 2014 des partenaires publics et privés dans le cadre de l'élaboration du cadre législatif et réglementaire qui porte sur à la fois l'expérimentation et le déploiement des véhicules automatisés et connectés. Yolande co-animera cette présentation avec Zora Sadouki. Zora est directrice juridique de la société EasyMile depuis 2019 et depuis près de 15 ans, elle a de multiples expériences au sein d'industries complexes et innovantes. Et Zora est en charge pour le groupe EasyMile des affaires juridiques du groupe. Et donc, voilà, la présentation est terminée. Et Zora, je vous passe la parole. Merci Ludovic. Bonjour à tous. Alors, le sujet de la circulation des véhicules à conduite déléguée étant relativement connu pour être assez difficile à suivre, on a choisi de vous proposer ce webinaire avec Yolande aujourd'hui pour clarifier la réglementation applicable. Je crois qu'on a... Voilà, je pense que c'est... Je crois que j'ai trouvé. Très bien. Donc, dans cette première partie, on abordera en tout premier lieu la source de la réglementation applicable. On abordera ensuite ensemble le régime applicable aux expérimentations et enfin le régime applicable au déploiement tout court des véhicules automatisés de manière pérenne.
En effet, pour bien comprendre les nouvelles règles de la circulation de ces véhicules, on vous propose aujourd'hui une approche chronologique pour évoquer ensemble les principaux textes qui ont été adoptés plus ou moins récemment et qui constituent aujourd'hui la réglementation applicable aux véhicules automatisés. Alors, on le voit à l'écran, la pièce maîtresse de la réglementation applicable n'est finalement autre que la Convention internationale de Vienne. La Convention de Vienne a posé un cadre dans lequel sont venus s'imbriquer un certain nombre de textes de droit national. Il faut donc retenir que la réglementation applicable en France ne résulte pas d'un texte européen ou national, mais bien d'un traité, d'une convention internationale qui est donc le point de départ. Avant de rentrer dans le vif du sujet et pour bien comprendre l'évolution de la réglementation applicable, il nous est apparu nécessaire de rappeler quelques fondamentaux juridiques quant à l'application de traités internationaux en droit français. En effet, en droit français, on a ce qu'on appelle la hiérarchie des normes, qui est illustrée par la pyramide de Kelsen, et qui nous indique que la Constitution française est une norme supérieure aux traités internationaux. Alors pourquoi? Eh bien parce que les traités ne deviennent applicables en droit français que s'ils ont suivi la procédure qui est imposée par la Constitution. Ainsi, l'article 55 de notre Constitution impose que les traités internationaux aient été ratifiés, publiés. Ils doivent aussi faire l'objet d'une application réciproque des autres parties. Mais ce sont donc là les trois conditions qui sont prévues à l'article 55 pour que les traités internationaux deviennent applicables en droit français. En d'autres termes, et peut-être pour revenir sur la Convention internationale de Vienne, la Convention internationale de Vienne, pour être applicable en droit français, a été publiée en droit interne, en droit français. J'espère avoir clarifié cette hiérarchie des normes et fort de ce rappel, je vous propose à présent de rentrer dans le vif du sujet en évoquant l'élément principal de la réglementation applicable, à savoir la Convention de Vienne. Alors, la circulation routière est régie par la Convention internationale de Vienne du 8 novembre 1968. Et cette convention, elle vise à faciliter la circulation routière internationale et à améliorer la sécurité routière. La convention, elle pose un certain nombre de règles. À savoir, finalement, les règles qu'elle pose sont les suivantes. Les règles applicables à la circulation routière. Il va ici s'agir plutôt du comportement que l'on doit avoir sur la route, les règles de dépassement, de stationnement, mais surtout pour le sujet qui nous intéresse aujourd'hui, la notion de conducteur. La Convention nous dit que le conducteur doit avoir le contrôle sur le véhicule. La Convention définit aussi la notion de permis de conduire et elle définit enfin les conditions que le véhicule doit remplir pour être admis à la circulation routière. Dans ce dernier chapitre, la Convention nous précise finalement que le véhicule doit avoir été immatriculé et il doit être aussi conforme à ce qu'on appelle les prescriptions techniques des véhicules, autrement dit l'homologation. Pour le sujet qui nous intéresse aujourd'hui, on va essayer de retenir de cette introduction à la Convention que la Convention finalement exige pour la mise en circulation d'un véhicule. Les critères tiennent donc en l'homologation du véhicule et au fait qu'un conducteur doit avoir le contrôle sur son véhicule. Pour aller un peu plus loin encore, pour être admis en circulation sur la voie publique, on avait donc besoin d'un véhicule qui réponde aux prescriptions techniques, qui sont donc imposées par la Convention de Vienne, mais aussi d'un chauffeur, d'un conducteur, qui est donc le contrôle sur son véhicule. Alors la Convention, telle qu'elle avait été envisagée au tout départ, a d'abord été quelque peu bousculée par l'introduction des systèmes embarqués. Elle a donc été modifiée en mars 2016 afin d'autoriser les systèmes embarqués qui ont une incidence sur la conduite. À l'issue de cette modification, on a intégré l'article 5 bis à la Convention, qui est venu donc permettre que la conduite automatisée avec les systèmes embarqués puisse être autorisée. Alors on le voit venir, si les systèmes embarqués ont bousculé quelque peu la Convention de Vienne, on peut facilement imaginer ou comprendre que le véhicule à conduite déléguée a suivi et a donc challengé une seconde fois la Convention de Vienne. Ces véhicules sont surtout venus challenger la conception de la conduite telle qu'elle avait été envisagée par la Convention, à savoir un véhicule contrôlé par un conducteur. À l'époque, on n'avait effectivement pas prévu qu'un véhicule puisse rouler sans conducteur. Fort de ce constat, ou alors avec l'arrivée des véhicules à conduite déléguée sur le marché, des aménagements à la Convention de Vienne se sont donc avérés nécessaires. Et donc dès 2016, des travaux visant à la modification de la Convention de Vienne ont été entrepris par les États signataires. Voilà pour le contexte international. En synthèse, il faut retenir du coup que la circulation routière des véhicules à conduite déléguée émane d'une convention internationale qui a imposé un conducteur, mais aussi un véhicule homologué.
Partant de là, le véhicule autonome a posé des difficultés d'interprétation de la Convention et a donc imposé des modifications qui ont donné lieu à des travaux entre les pays signataires. En parallèle, du coup, de ces discussions qui ont été mises en place pour modifier la Convention de Vienne, on a, en France, souhaité s'engager dans une stratégie nationale de développement de la mobilité routière automatisée. C'est donc dans ce contexte que, dès 2015, la France a amorcé ses réflexions quant à la réglementation applicable aux expérimentations de véhicules à conduite déléguée. Et donc, avec la loi Transition énergétique du 17 août 2015, le gouvernement a été autorisé à adapter la législation pour permettre la circulation sur voie publique de véhicules à conduite déléguée à des fins expérimentales. Dans ce contexte, le gouvernement a donc pris une ordonnance en 2016 pour permettre l'expérimentation de ces véhicules sur les voies publiques. Cette ordonnance, elle a principalement instauré un régime d'autorisation préalable à toute expérimentation. L'ordonnance a été complétée par un décret du 28 mars 2018 qui, lui, est venu préciser le régime de l'autorisation préalable à l'expérimentation. L'arrêté est ensuite venu préciser la composition du dossier de demande d'autorisation de circulation de ces véhicules, mais on avait là effectivement un régime applicable aux expérimentations de véhicules à conduite déléguée. D'autant que, en 2019, la réglementation relative aux expérimentations a également été complétée par les dispositions de la loi Pacte du 22 mai 2019. La loi Pacte est elle aussi venue compléter le régime applicable aux expérimentations. Elle est venue notamment préciser les responsabilités pénales entre le titulaire de l'autorisation d'expérimentation et du conducteur lorsque le système de délégation de conduite est désactivé. En synthèse, il faut retenir qu'en parallèle des discussions qui avaient lieu au niveau de la Convention internationale, la France a instauré un régime d'autorisation préalable avant la mise en circulation sur voie publique de nos véhicules à conduite déléguée, et ce à titre expérimental. C'est d'ailleurs dans ce contexte qu'Easymail a pu déployer sur voie ouverte à la circulation publique le premier service de navette autonome en Europe en février 2021, dans le cadre du projet SAM, sécurité et acceptabilité de la conduite et de la mobilité autonome. En effet, ce projet s'inscrivait dans le cadre du projet plus global SAM, et en partenariat avec Toulouse Métropole, Alstom et l'Institut universitaire du cancer de Toulouse, le projet a débuté avec une première phase d'opération de 5 mois, qui a été suivie d'une deuxième phase d'opération sans aucun conducteur à bord pendant 6 mois, et une troisième phase qui est d'ailleurs actuellement en cours à Toulouse, qui est donc une phase du projet sans conducteur à bord. Nous avons d'ailleurs une petite vidéo pour illustrer la première autorisation délivrée en Europe. Première autorisation délivrée en Europe sans conducteur à bord, sur voie publique, à titre expérimental. Et ça s'est passé à Toulouse, sur le campus médical de l'Oncopole à Toulouse. Le service est, je le disais d'ailleurs, toujours ouvert au public, aujourd'hui encore, 6 heures par jour, et il permet de parcourir une distance de 800 mètres. Cette expérimentation, elle a permis la construction du cadre législatif pour le déploiement de véhicules à conduite déléguée, qui est donc au cœur de la stratégie nationale pour les véhicules autonomes. Alors, la vidéo dure un peu, mais elle permet de voir l'évolution de la navette. D'ailleurs, Yolande, il me semble que tu l'as testée il n'y a pas très longtemps. Qu'en as-tu donc pensé? En effet, j'ai eu le plaisir de tester cette navette cette semaine. Et effectivement, la vidéo est en tout point conforme à l'expérience que j'ai pu en vivre. Donc, j'invite toutes les personnes qui habitent Toulouse ou qui se rendent à Toulouse à vivre elles aussi cette expérience. C'est assez incroyable de prendre cette navette sans aucun conducteur à bord et finalement de se sentir en sécurité. C'est le sentiment que j'en ai eu lorsque j'ai pris cette navette. Et donc, on ne peut peut-être que souhaiter que ce déploiement soit pérenne et pérennisé dans d'autres sites que celui de l'Oncopole de Toulouse. Et dans un futur proche. Alors, pour ceux qui seraient intéressés, sachez que les opérations ont lieu de 7h30 à 10h30 et de 15h30 à 18h30. Sait-on jamais si vous passez par Toulouse. Alors voilà, il s'agissait là du régime applicable aux expérimentations avec une belle illustration qu'a été le projet et qui est toujours le projet Oncopole. Donc, si le régime applicable aux expérimentations de mise en circulation de ces véhicules était bien établi,
Il n'en reste pas moins que le régime applicable au déploiement de véhicules à conduite déléguée de façon plus pérenne, en dehors de toute expérimentation, lui, n'était effectivement pas encore défini. Donc, toujours en parallèle des discussions qui avaient lieu au niveau de la Convention de Vienne, j'en parlais au tout départ, la France a aussi lancé des travaux pour définir ce régime. Donc là, on parle du régime qui n'est donc plus expérimental, mais qui a vocation à s'appliquer de manière générale et standard, sans en dehors de toute expérimentation. Ça a donc été l'objectif de la loi d'orientation des mobilités du 24 décembre 2019. La loi LOM a autorisé le gouvernement à adapter sa législation qui est applicable afin de permettre la circulation des véhicules automatisés sur voie publique. L'article 31 de la loi a autorisé le gouvernement à légiférer sur donc la réglementation applicable sur la mise en circulation de ces véhicules et a notamment modifié le code de la route. L'article 32 est quant à lui venu autoriser le gouvernement à prendre des mesures afin de régir l'accessibilité des données pertinentes des véhicules. Dans ce contexte, le gouvernement a donc publié 2 ordonnances. Une première, donc, du 14 avril 2021, qui, elle, a été relative à l'accès aux données des véhicules pour lesquels des textes d'application sont encore attendus. Une ordonnance, toujours du 14 avril 2021, qui, elle, était relative au régime de responsabilité pénale applicable en cas de circulation d'un véhicule à délégation de conduite et aux conditions d'utilisation du véhicule, a donc été émise, elle aussi, le 14 avril 2021. Dans le contexte de cette dernière ordonnance, un certain nombre de décrets et d'arrêtés sont venus compléter, préciser le régime applicable et qui a donc été mis en place dans le cadre de la loi LOM. Ces textes viennent notamment trouver une alternative à la notion de conducteur qu'on évoquait en début de présentation, en créant la notion d'intervention à distance. Alors, la notion d'intervention à distance, elle est définie comme une action exercée sur le véhicule par une personne habilitée et qui est située à l'extérieur du véhicule. Cette notion est très importante, on va le voir à la fin, on va le voir tout au long de la présentation, mais elle est effectivement introduite par l'ordonnance du 14 avril 2021. Dans le contexte de cette ordonnance, on a eu un certain nombre de décrets et d'arrêtés, oui. Le premier, chronologiquement parlant, date du 29 juin 2021 et lui est relatif au régime de responsabilité pénale applicable en cas de circulation de véhicules à conduite déléguée et à ses conditions d'utilisation. L'arrêté du 2 août 2022, lui, porte sur l'habilitation des intervenants à distance dans le cadre de systèmes de transport routier. L'arrêté du 2 août est venu préciser la procédure d'agrément des organismes qualifiés. Et enfin, l'arrêté du 5 août 2022 est venu lui préciser le contenu des avis des organismes qualifiés, qui donc auraient été agréés au préalable, évidemment. Ces textes-là, l'ensemble de ces textes constituent donc le régime applicable au déploiement de véhicules à conduite déléguée et sont pour la plupart entrés en vigueur en 2021. Alors je dis pour la plupart parce que ce n'est pas le cas de certaines dispositions. En effet, certaines dispositions nécessitaient la modification de la Convention de Vienne pour entrer en vigueur en droit français. C'est le cas notamment de la notion d'intervention à distance que je précisais un peu plus tôt. Comme cette disposition ne pouvait effectivement pas entrer en vigueur avant la modification de la Convention, leur entrée en vigueur a donc été suspendue à la publication en France de l'amendement à la Convention de Vienne. Publication qui est bien heureusement intervenue par le décret du 21 juillet 2022 et qui, elle, porte publication de l'avenant à la Convention internationale de Vienne. Le décret donc de juillet 2022 marque la pleine application, marque le point de départ finalement de la pleine application de l'ensemble du régime que la loi LOM a permis de manière pérenne. Alors, après avoir exposé finalement ce régime de manière très succincte, parce que le temps nous est compté malheureusement, mais il faut garder en tête que du coup on a 2 régimes applicables. On a le régime applicable aux expérimentations et le régime qui est un peu plus pérenne, qui est beaucoup plus pérenne, de mise en circulation des véhicules à conduite déléguée. Il faut tout de même souligner que ces 2 régimes continuent de coexister, si bien qu'il est permis, d'une part, sur la base du régime spécial d'autorisation, de déployer à des fins expérimentales des véhicules à conduite déléguée, mais aussi de déployer à des fins notamment commerciales des véhicules, à condition évidemment de respecter la réglementation qui était dictée et par la Convention de Vienne et par la loi LOM, par le régime de la loi LOM.
Je vais à présent laisser la parole à Yolande pour exposer l'impact de la modification de la Convention en droit français après la publication de l'article 34 bis par le décret du coup de juillet 2022, pardon. Merci Zora pour ce rappel très éclairant du contexte juridique national et international. Et avant d'exposer l'impact de la publication de l'article 34 bis de la Convention de Vienne, un rapide point de procédure s'impose. Je ne reviens pas sur la hiérarchie des normes et la place de la Convention de Vienne. À ce stade, vous le savez, la Convention de Vienne a une valeur supérieure à la loi française. Pour autant, l'adoption d'un texte international ne permet pas de l'intégrer systématiquement et automatiquement dans l'ordonnancement juridique français. Tout amendement à la Convention de Vienne doit donc être publié au Journal officiel de la République française pour qu'il entre en vigueur en France. S'agissant de l'amendement créant l'article 34 bis sur la conduite automatisée, il a été publié au Journal officiel le 23 juillet 2022 et cela a eu pour conséquence de rendre applicables au 24 juillet toutes les dispositions françaises qui étaient suspendues à sa publication, comme Zora vous l'a expliqué. En droit national, lorsqu'un texte est adopté, son entrée en vigueur peut être expressément reportée à une date identifiée, par exemple au 1er janvier 2023, ou à une date identifiable. C'est précisément ce qui avait été prévu par la LOM et ses textes d'application. En effet, l'ordonnance du 14 avril 2021 et le décret du 29 juin 2021 ici reprographiés ont expressément reporté l'entrée en vigueur des dispositions nationales relatives au système de transport routier automatisé, soit à la publication de l'amendement à la Convention de Vienne, soit au plus tard, au 1er septembre 2022. Par conséquent, les textes français adoptés avant même l'adoption de l'amendement à la Convention de Vienne sont donc entrés en vigueur le 24 juillet 2022. Pour revenir maintenant aux nouvelles règles de circulation routière, nous devons évidemment repartir de l'article 34 bis de la Convention de Vienne. Cet article, ici reproduit, pose deux conditions pour que soit réputée satisfaite l'exigence d'un conducteur d'un véhicule. Attention, l'article 34 bis ne dit pas que le système est un conducteur. Le texte considère seulement que le système est conforme à la Convention si deux conditions sont remplies. Première condition, une réglementation technique nationale ou internationale autorise la fonction de conduite automatisée. Seconde condition, une législation nationale autorise l'utilisation de la fonction de conduite automatisée. Alors la question que l'on peut se poser est celle de savoir si ce texte peut être appliqué concrètement aujourd'hui. Sans suspense, la réponse est oui. S'agissant de la première condition, exigeant une réglementation technique, il faut se remémorer la composition des règles d'homologation des véhicules. Vous le savez, afin d'harmoniser la réception des véhicules et leur circulation transfrontalière, un corpus de règles internationales a été édicté. Celui-ci est actuellement composé de deux grandes réglementations. La première émane des Nations Unies. Il s'agit des réglementations techniques issues des accords de Genève de 1958, complétées par les règlements UNES, que l'on retrouve également sous l'appellation règlement ONU. Aux côtés de ces règles techniques, s'ajoute une réglementation dite sécurité, qui émane de l'Union européenne. Ces réglementations UE font directement référence au règlement ONU et ajoutent des dispositions spécifiques à l'Union européenne. Depuis le 6 juillet 2022, le règlement UE 2019-2144, relatif à la sécurité générale, actualise les exigences en matière de sécurité des véhicules de l'Union européenne. Ce règlement actualise également les exigences destinées à répondre aux préoccupations spécifiques des usagers vulnérables de la route, tels que les piétons et les cyclistes. Pour être très clair, aujourd'hui, deux fonctions de conduite automatisée ont été réglementées au plan international. Il s'agit des ALKS, les systèmes d'aide au maintien automatisés dans la voie, qui s'intégreront notamment aux véhicules individuels, et les systèmes d'ADS pour Automated Driving System, c'est-à-dire les systèmes qui vont concerner les véhicules entièrement automatisés, construits pour le transport de passagers ou de marchandises sur une zone prédéfinie. La première condition posée par l'article 34 bis de la Convention de Vienne est donc remplie pour ces deux fonctions de conduite automatisée. Si l'on en vient maintenant à la seconde exigence de l'article 34 bis,
Il s'agit de voir s'il existe en France un corpus législatif permettant le fonctionnement des systèmes de conduite automatisés. Fait, une fois homologué, encore faut-il que le système puisse être autorisé. Sur cette deuxième condition, comme vous pouvez le voir, nous sommes aujourd'hui dotés d'un ensemble de textes visant à autoriser le fonctionnement des systèmes de conduite automatisés. La LOM du 24 décembre 2019 a anticipé l'amendement à la Convention de Vienne en autorisant la délégation de conduite à un système de conduite automatisé. Les textes d'application de 2021, antérieurs donc à l'entrée en vigueur de l'article 34 bis de la Convention de Vienne, ont précisé le régime de responsabilité pénale applicable en cas d'infraction commise pendant la période de délégation de conduite, mais également les conditions d'utilisation des fonctions automatisées. Ce qui est particulièrement remarquable, c'est que les textes distinguent deux cas d'usage. Le cas des véhicules individuels et le cas des systèmes de transport routier automatisés, les STRA. Autre particularité, seules les dispositions portant sur les systèmes de transport routier automatisés ont été reportées à l'entrée en vigueur de l'article 34 bis de la Convention de Vienne. En pratique, la question d'un conducteur posait des difficultés, principalement pour l'exploitation des systèmes de transport routier automatisés, comme l'a rappelé Zora. En effet, développer des véhicules avec une personne à l'extérieur sans qu'elle ne puisse avoir de contrôle sur le véhicule, comme un conducteur traditionnel, posait des difficultés. Cela a été rappelé, je n'y reviens pas. L'objectif de la LOM et ses textes d'application était donc d'institutionnaliser cette personne installée derrière un écran de surveillance du véhicule en circulation. Je parle évidemment de l'intervenant à distance. Ce dernier n'est pas un conducteur au sens de la Convention de Vienne, puisque ses manœuvres de conduite sont limitées. Zora vous en a donné la définition tout à l'heure. L'entrée en vigueur de ces textes, anticipant l'article 34 bis, devait donc attendre l'entrée en vigueur de l'article 34 bis de la Convention de Vienne pour pouvoir s'appliquer. Les arrêtés publiés cet été ont complété les dispositions précédentes. L'arrêté du 2 août 2022, entré en vigueur rétroactivement au 24 juillet 2022, comme c'est indiqué à l'article 19, précise les exigences relatives à l'habilitation des intervenants à distance des systèmes de transport routier automatisés. En pratique, l'arrêté pose des conditions d'aptitude, de formation, tant pour l'opérateur d'une opération à distance que pour l'encadrant d'une opération à distance. L'arrêté maintient en outre l'exigence d'un permis de conduire en cours de validité. Ce permis de conduire doit même correspondre à la catégorie de véhicules faisant l'objet d'une mission d'intervention à distance. Une autre série de textes sur lequel j'aimerais attirer votre attention a été adoptée début août. En France, les systèmes techniques de transport routier automatisés, les STRA, sont soumis depuis la LOM à une obligation de démonstration de la sécurité. Cette exigence de démonstration de la sécurité s'ajoute aux règles internationales de réception des véhicules. Les textes d'application de la LOM étaient attendus pour connaître la portée et le contenu du dossier de démonstration de sécurité, ainsi que la qualité des organismes qualifiés à agréer, les OQA, pour pouvoir effectuer l'analyse des dossiers de sécurité. Le premier texte, l'arrêté du 2 août 2022, a précisé les exigences applicables aux OQA dans le domaine des STRA. Il fixe également le contenu des dossiers de demande d'agrément, les modalités de dépôt de ces demandes et celles de leur instruction par le service technique des remontées mécaniques et des transports guidés, le STRMTG. L'arrêté du 5 août précise quant à lui le contenu des avis qui seront délivrés par les OQA, en application de l'article R 3152-24 du Code des transports. Pour mémoire, les dossiers de démonstration de la sécurité à produire doivent comprendre le dossier de conception du système technique, le dossier préliminaire de sécurité et enfin le dossier de sécurité de mise en service. En pratique, l'étude de ces différents textes nous permet d'affirmer que la seconde exigence posée par l'article 34 bis de la Convention de Vienne est donc satisfaite en France. Nous avons donc bien un cadre légal qui permet le déploiement des fonctions de conduite automatisée qui sont par ailleurs réglementées. Pour autant, est-ce suffisant?
Je n'en suis pas certaine. La principale incertitude concerne la notion d'intervenant à distance. Cette catégorie nouvelle a été créée par la LOM pour s'affranchir de la notion de conducteur exigée par la Convention de Vienne. Pourtant, cet intervenant à distance semble plutôt être un conducteur qui ne dit pas son nom. Pourquoi? Cela tient principalement à l'exigence d'un permis de conduire formulée par l'ordonnance du 14 avril 2021 qui exige que toute intervention à distance soit effectuée par une personne habilitée titulaire du permis de conduire correspondant à la catégorie du véhicule considéré. Pour être plus précise, aujourd'hui, il existe de réelles difficultés de recrutement des chauffeurs de bus, comme cela a été abondamment relayé par les médias ces dernières semaines. Et pour autant, dans ce contexte de déploiement de véhicules sans conducteur, les textes français exigent de l'intervenant à distance qu'il dispose du même permis de conduire qu'un chauffeur de bus traditionnel, un permis D, lorsque le véhicule transporte des passagers. L'article 6 de l'arrêté du 2 août 2022, relatif à l'intervention à distance, amorce les premières évolutions sur ce point. En effet, il a opéré une première distinction entre l'agent à un poste d'encadrant et l'opérateur d'intervention à distance. Cet article semble ainsi exiger du seul opérateur d'intervention à distance la preuve du permis de conduire pour pouvoir accéder à la formation. Cependant, cela ne semble pas tout à fait satisfaisant, surtout en l'absence de définition plus précise des manœuvres effectuées par le seul opérateur d'intervention à distance, le seul qui devrait présenter un permis D. Mais cette évolution est un premier pas, comme je vous l'indiquais. En conclusion, même si la France s'est dotée d'un arsenal juridique pour autoriser le déploiement des fonctions automatisées de conduite intégrées tant aux véhicules individuels qu'au système de transport routier automatisé, certaines imprécisions mériteraient que des textes complémentaires puissent compléter ce corpus de règles. Avant de terminer, quelques mots sur l'actualité internationale. L'article 34 bis de la Convention de Vienne n'a évidemment pas sonné le glas des travaux des Nations Unies. La dernière session du Forum mondial de la sécurité routière, le fameux WP1, a eu lieu en septembre dernier. Deux points méritent en particulier que l'on s'y intéresse quelques instants. Le premier point d'intérêt concerne la résolution portant sur, je cite, les questions de sécurité relatives aux activités autres que la conduite auxquelles se livre le conducteur lorsqu'un système de conduite automatisé émettant des demandes de transition assure le contrôle dynamique du véhicule. Fin de citation. Tout d'abord, il s'agit ici d'une résolution, donc un acte non contraignant qui ne va pas s'imposer au législateur français. Néanmoins, d'un point de vue strictement politique, il serait assez malvenu que des dispositions françaises ultérieures ne tiennent pas compte à minima des présentes recommandations. La résolution propose 4 types de recommandations à destination des systèmes de conduite automatisés émettant des demandes de transition, à l'intention des conducteurs, à l'attention des fabricants ou constructeurs de véhicules équipés de systèmes de conduite automatisés émettant des demandes de transition, et même à l'attention des parties contractantes, c'est-à-dire les législateurs des États membres. Il s'agit là de recommandations, je le répète, de telle sorte qu'elles ne s'imposent ni aux constructeurs ni aux législateurs nationaux. Cependant, je note que les 5 recommandations à destination des conducteurs insistent sur les capacités physiques et psychiques du conducteur telles qu'elles sont exigées par l'article 8 de la Convention de Vienne. La résolution recommande par exemple, je cite, de répondre à une demande de transition en reprenant le contrôle dynamique du véhicule de manière appropriée et en temps voulu, ou encore de s'abstenir de mener des activités autres que la conduite si celles-ci les empêchent de reprendre le contrôle dynamique du véhicule lorsqu'une demande de transition est émise. En d'autres termes, ces recommandations excluent la possibilité de dormir ou encore de retourner son siège pour entamer un jeu de société avec ses passagers. Si on veut aller encore plus loin,
En lisant sans doute un peu entre les lignes, on pourrait même penser que le WP1 recommande l'utilisation des interfaces avec le véhicule plutôt qu'une activité bureautique sur son ordinateur. Par ailleurs, et c'est important de le rappeler, l'usage du téléphone par le conducteur lorsque le véhicule est en mouvement reste formellement interdit, car la résolution est une simple recommandation, donc un acte non contraignant qui ne modifie pas la Convention de Vienne. Or, celle-ci exclut l'usage du téléphone lorsque le véhicule est en mouvement. Le Code de la route français va même encore plus loin en excluant l'usage du téléphone lorsque le véhicule est en circulation. Il est donc interdit en France d'utiliser son smartphone lors des arrêts momentanés au stop ou au feu rouge, et cela ne changera pas avec l'introduction des fonctions automatisées de la conduite. En tout cas, pour l'instant. Précisons également que cette résolution vise uniquement les conducteurs. Par extension, si l'on considère que l'intervenant à distance n'est pas un conducteur, alors cette résolution ne serait pas applicable au système de transport routier automatisé. Autre point d'attention, parmi les recommandations destinées aux constructeurs, on peut lire, je cite, que les constructeurs devraient s'abstenir de faire usage des noms, de descriptions ou de matériel de commercialisation trompeurs et susceptibles de favoriser une utilisation inadéquate des systèmes de conduite automatisés. La référence à l'autopilot de Tesla est à peine masquée. La résolution considère également que les constructeurs devraient informer et former les conducteurs en ce qui concerne la sécurité d'utilisation et les limites des systèmes de conduite automatisés des véhicules. Cette dernière recommandation est également adressée aux gouvernements nationaux, puisque les États sont encouragés à envisager de prendre des mesures appropriées au niveau national en s'attachant à la formation des conducteurs et à l'examen de conduite, de façon à garantir que les conducteurs possèdent les compétences et les connaissances nécessaires à la gestion des exigences liées aux nouvelles technologies. On comprend de cette recommandation qu'une modification des règles d'examen du permis de conduire pour les systèmes de conduite automatisés n'est pas encore envisagée sur le plan international. Un certain consensus transparaît de cette résolution. Il semblait en effet difficile à ce stade des discussions de prévoir un acte contraignant, puisque, rappelons-le, la procédure d'adoption des textes amendant la Convention de Vienne peut prendre plusieurs années. Enfin, sur le plan formel, chacun appréciera le vocabulaire adopté par les résolutions. Il considère que les conducteurs et les constructeurs devraient tenir compte de la recommandation alors qu'elle encourage les gouvernements à envisager de prendre en considération la dite résolution. Avant de conclure, je voudrais dire quelques mots des travaux du groupe d'experts mandaté par le WP1 pour élaborer un nouvel instrument juridique sur l'utilisation des véhicules automatisés en circulation. 2 sessions de ce groupe d'experts ont eu lieu jusqu'ici, et la France participe activement à ce groupe. D'une part, la vice-présidence a été attribuée à Marine Molina, qui est cadre à la délégation à la sécurité routière représentant la France au WP1, et d'autre part, parce que c'est la France qui a organisé l'une des 2 réunions informelles. À ce stade des discussions, le rapport de septembre permet de prendre connaissance des divergences entre la Suède, le Canada, les États-Unis et le reste du monde. Sans rentrer dans le détail, la décision du groupe a été de poursuivre la rédaction d'un premier projet dans un format de convention, tandis que le Canada et les États-Unis, non partis à la Convention de Vienne, sont invités à poursuivre des documents d'orientation. Avant de donner la parole aux autres participants, Zora, je vais peut-être te laisser conclure notre présentation avec un petit mot sur l'approche d'EasyMile concernant l'application des textes que je viens de présenter. Alors, en guise de conclusion, en tant qu'acteur clé de l'industrie, EasyMile, mais comme tous les autres acteurs, ne peuvent que se réjouir que le cadre réglementaire ait ainsi et enfin été défini, puisqu'il va permettre à l'industrie le déploiement de véhicules à conduite déléguée sur voie publique à plus grande échelle.
Le cadre réglementaire qui est donc ainsi posé va permettre de mettre l'activité de déploiement de véhicules automatisés sur voie publique un peu plus à l'échelle de l'activité de déploiement de véhicules à conduite déléguée sur site privé qu'une société comme EasyMail a déjà beaucoup déployé, beaucoup développé. Le cadre réglementaire, et puis de façon plus générale, ce cadre réglementaire, en théorie en tout cas, permet de faire en sorte que le droit est enfin prêt et il permet à présent le déploiement de véhicules à conduite déléguée sur des sites de différentes natures. Indéniablement, ça ouvre aussi des perspectives commerciales importantes pour les acteurs de l'industrie, même si, c'est vrai, certains points, comme la question du permis que tu as évoqué, Yolande, restent encore à clarifier pour permettre que le schéma soit parfaitement, en pratique, applicable. Merci Zora. Nous sommes maintenant à l'écoute des questions s'il y en a.